un autre tête-à-tête. Et donc je disais que j'ai découvert le bocage normand, ces paysages-là, et curieusement il s'est passé quelque chose. J'ai compris aussi que ce qui m'avait manqué fondamentalement, c'était le paysage. Parce que je suis né dans des plaines et j'ai grandi là. Et dans ce territoire-là, je retrouvais quelque chose de similaire. Et ça va comme ça me donner l'envie et le désir de chercher à comprendre davantage ce pays. Et je vais me mettre à marcher. Et c'est cette expérience de la marche qui va me conduire du côté de l'Ariège. Avant, j'étais monté dans les Alpes parce que j'avais pris la manie de remonter les rivières pour trouver leurs sources. Donc il y a une qui m'est fascinée, l'Ibaye. Je suis allé pour trouver sa source. J'ai traversé le Brac. Et puis ayant fait tout ça, je me suis dit, si on allait du côté de l'Ariège. Et j'ai cherché pendant une année et demie un endroit qui pouvait m'accueillir et je suis tombé sur une grange. Elle était louable. J'ai signé un contrat et puis un jour du mois de février, je suis parti. On est en 2020. Et là-haut, où je n'avais quasiment pas de voisin, j'avais un voisin pas très loin, à 2 km, mon premier voisin, et puis il y en avait un autre à 5. Et puis après, pour trouver des voisins, il fallait se rapprocher de la vallée. Donc je suis resté là-bas. Et c'est là-haut que j'ai écrit l'énigme des ruines. Très bon livre, d'ailleurs. Merci. L'énigme des ruines, parce que là où je vivais, j'ai fini par me rendre compte qu'il y avait des ruines. Au départ, je n'en ai vu qu'une ou deux comme ça, qui sortaient des buissons, ou même de la forêt de hêtres et des chênes. Et puis je vais bientôt me rendre compte, une fois je suis tombé sur un muret, ce que je connais pour un pan de mur, et puis je vais commencer à le suivre, et je vais me rendre compte que j'aurais pu marcher pendant des heures, je n'en aurais pas vu l'eau. Et je vais questionner plus tard, on me dira, mais en fait ce sont les anciennes terrasses. Les anciens construisaient comme ça les terrasses en déplaçant des blocs de granit qu'ils superposaient pour faire des murets afin que les terres tiennent. Et que cet endroit où je me trouvais était naguère des pâturages. Et donc ça va me rendre plus attentif. Et là je vais me rendre compte qu'il y avait en fait plusieurs quantités innombrables, en tout cas de ruines dans les environs. Voilà. Et ça va donc déclencher ce mécanisme d'écriture. Parce que étant arrivé là, alors que j'étais arrivé en ce lieu en cartésien, c'est-à-dire rationaliste, puisque je suis formé à la philosophie, et je vais sentir remonter comme ça des tréfonds, du fond de ma mémoire, l'enfant issu du monde animiste que je suis. Et tout à coup, la forêt va me paraître habitée. Les pierres vont me sembler douées de paroles. Les ruisseaux, habités d'esprit et de génie comme chez moi. Et je dirais d'ailleurs à mon amie Sarah que j'ai l'impression d'être revenu à la maison. Et c'est ça qu'il y avait en fait, en quelque sorte de spécial là-bas. C'est que j'avais vraiment le sentiment d'être arrivé dans un lieu que j'avais quitté presque 20 ans plus tôt. Moi, j'apprécie parce que j'ai lu tes livres et puis je suis en train de lire ton roman.
chose, c'est quand tu es arrivé dans Saint-Louis, comme tu dis, qui t'a poussé vraiment à écrire. Les mots sont venus comment par rapport à quoi, par rapport au lieu, par rapport à ton errance. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu as retrouvé une source, tu as retrouvé quelque chose. J'adore ton écriture, franchement. Elle est simple, elle est belle. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à ce moment-là d'écrire? Voilà. Ce qui me pousse à écrire, c'est précisément le caractère énigmatique des choses. Qu'est-ce qui fait, me disais-je à ce moment-là, que les gens qui avaient toujours été à cet endroit-là, du monde, se soient évanouis un matin? Qu'est-ce qui fait que la terre qu'on a reçue de nos pères et de nos mères, qu'ils ont façonné, parce que ces paysages-là étaient à leur image, qu'est-ce qui fait qu'un jour, tout à coup, tout cesse? Et on retrouve comme ça en entrant dans les lieux, et c'est en cela aussi que je retrouvais l'enfance. Quand je vais être un peu, je vais m'enhardir en quelque sorte, donc m'autoriser à rentrer dans certaines granges qui étaient encore là, qui sont encore debout. Quand je poussais la porte, je rentrais complètement dans un autre temps. Vous sentez une âme. On sent qu'il y a quelque chose. C'est pourquoi je dis quand je vais m'autoriser. Parce que, étant redevenu celui que je suis à ce moment-là, je me dis que c'est habité, on n'entre pas dans les lieux. Vous savez, je viens d'un point où on n'entre pas dans les lieux comme cela. Dans la nature, on entre en respectant certains rituels. Je ne traverse pas n'importe quelle rivière sans respecter, sans m'acquitter d'un rituel avant d'y entrer. D'accord. Et donc, il ne me viendrait pas à l'idée comme ça de rentrer dans un vieux pays, dans un vieux village. Et je raconte au début de ce livre qu'enfant, il m'arrivait de errer avec mes frères dans le vieux village. C'est-à-dire que les anciens, quand il y avait eu assez de morts enterrés dans le vieux village, les anciens déplaçaient le village. Ils le mettaient quelques mètres plus loin. Et puis, le lieu où avaient été enterrés leurs ancêtres devenait une sorte de sanctuaire. Et pour la paix de ceux qui y sont, de ceux qui sont là dans la présence invisible de la leur, en fait, on ne devait pas y aller. On pouvait y aller pour certains rituels, pour certaines occasions, mais pour nos jeux d'enfants, c'était proscrit. Voilà. Mais vous connaissez comment ça fonctionne à l'enfance. Là où il y a l'interdit. Curiosité. Et donc, il nous arrivait à ce moment-là, moi le premier, parce que c'est dans ma nature, d'aller dans le vieux village où était enterré mon arrière-grand-mère, et de pousser les portes pour aller voir. Et il y avait tout, c'était fascinant de tomber sur des vieilles malles, des vieilles malles avec des habits, avec des ustensiles. Et là, c'est la même chose qui se rejoint en Ariège. Quand je rentre dans les granges et que je pousse les granges certaines, je tombe sur des objets qui sont d'un autre temps. C'est en cela que je dis que j'entrais dans un autre temps. C'est-à-dire que je tombais sur un ouvre-boîte. Mais comme on n'en fait plus aujourd'hui, des objets que ma grand-mère avait parce qu'elle avait été au contact des colons. Donc j'ai perdu de vue depuis très très longtemps. Et là je me retrouvais, j'avais l'impression d'être dans la cuisine de ma famille. Voilà, des vieux ustensiles de cuisine qui ne se font plus aujourd'hui, increvables d'ailleurs. Souvent des objets increvables qu'on n'apercevait plus aujourd'hui. Et là j'étais transporté comme ça. Et je trouvais qu'il y avait comme une espèce de faille spatio-temporelle comme dans les films de science-fiction ou dans la physique quantique où on est là et puis on peut se retrouver de l'autre côté. Voilà. On est vivant et mort. Vivant et mort en même temps, passé, présent en même temps, voilà. Cette espèce de distorsion comme ça du temps. Et c'est vraiment cette expérience-là que je vivais et qui me ramenait. Elle n'est pas tout entière retranscrite dans la poésie parce qu'il y a un roman qui arrive sur cette partie-là. Il y a le récit du séjour où je développe ça. Mais voilà, ces objets-là vont m'amener à penser et à écrire au quotidien.
Et puis Alors. je vais écrire autour de ces pierres, D'accord. ces objets trouvés. Mais, alors, bon, je vais reposer une autre question. Tu retrouves ces objets qui ne sont pas partie de ta vie quotidienne, c'est-à-dire tu retrouves des grandes, tu t'es aéré en France, tu as trouvé ce lieu qui te plaît. Et le truc, c'est comment tu le vois avec ta vision du passé de ton enfance, et comment tu le vois quand on ouvre les grandes. C'est pas quelque chose que tu connais, c'est pas quelque chose que, je veux dire, t'as pas vécu, les gens qui étaient là, t'as rien vu, quoi. Comment tu le vois d'une façon poétique, quoi. Mais, déjà parce que ces gens-là, quand on retrouve comme ça, Ouais, je failli dire ce système d'objets, mais quand on retrouve ces objets, les objets ne sont pas liés. oui. Ce qui est intéressant, c'est que les objets nous parlent de quelque chose qui a été. Oui. Quand on voit ces objets, quand on commence à comprendre ce qu'ils disent, on se rend compte que, tiens, là, certainement le soir, Voilà. ils devaient se retrouver. Voilà. Et voilà l'activité à laquelle ils se donnaient. Voilà. Quand on voit les espèces d'étagères où ils rangeaient le fromage, on peut les imaginer revivre. Oui. Quand on retombe sur une houe, quelque chose de cet ordre-là, on peut imaginer le travail, comment il bêchait la terre, comment il la travaillait. Et ça, c'est des choses que je connais. C'est pourquoi je disais, la parenthèse, la mienne, c'était des paysans. Voilà. C'était des paysans. Et on peut comme ça quasiment reconstruire Voilà. des scènes de vie. Voilà, tu représentes des scènes de vie par rapport à ce que tu as connu avant. C'est ça. Et par rapport à ce que là tu as vu, en fin de compte. Oui. Et tu recrées une scène de vie dans l'espace que tu ne connaissais pas, en fin de compte. C'est ça. Voilà, c'est ça. Tu voyages dans le temps. Voilà. Je voyage pour moi dans le temps, c'est-à-dire. Voilà, c'est ça. Là où c'est marrant, c'est que c'est 10 000 km plus loin et je retrouve des gens qui avaient Voilà. les mêmes rites, les Oui. mêmes gestes que mes ancêtres, C'est ça, que ma grand-mère, que mon voilà, grand-père, que voilà. mon arrière-grand-père. C'est ça, je Voilà, des gens qui travaillaient la terre. Alors, voilà. Et je trouve d'ailleurs que moi j'ai lu tes livres, hein, je trouve qu'on retrouve bien ce côté-là, quoi. Ce côté fin de la vie et de ce que tu as retrouvé, quoi. Voilà. Alors que tu n'étais quand même pas d'ici, tu es venu, ça fait il y a 31 ans, ça a marché, et tu retrouves quand même dans ta poésie, ça se ressent énormément. Oui, et puis ça montre combien aussi Et par moment, quand tu parles au début, là, que tu marches et tu prends des notes, tu me fais penser à Michel Butor, le grand écrivain Michel Butor, qui partait avec un carnet Rhodia et qui prenait des notes. Alors lui, il a été connu au départ avec son roman La Modification, et après il a écrit des milliers de livres, hein, c'est carrément des milliers qu'il a écrit, et il partait comme ça, en promenade, avec son petit Rhodia, et il prenait des notes comme ça. Mais Tolstoï aussi. Hein, Tolstoï aussi. Tolstoï aussi, oui, c'est vrai aussi. Ouais. Je marche, donc je pense. Voilà. C'est un peu, c'est un neurologue, un psychologue et un philosophe qui ont écrit un bouquin là-dessus. C'était passionné de marche et en même temps, c'était deux potes. Ils se sont aperçus qu'ils se retrouvaient souvent dans des comment on appelle ça, dans des réunions assez importantes du milieu médical et tout. Et ils se sont aperçus qu'ils avaient des points communs, c'est-à-dire la marche. Et un jour, ils se sont dit, mais pourquoi on n'écrirait pas un livre, justement, tous les deux, on est passionnés de marche et en même temps, on adore discuter en marchant comme ça. Ils ont écrit ce bouquin, je marche, donc je pense. C'est pas certain. Oui, ouais. Ouais, c'est sorti il n'y a pas longtemps. Non, en plus, Ouais, voilà. Oui, évidemment, hein. Il se passe ça. Quand on est paysan, on marche énormément. Donc c'est une enfance à marcher. Nous, on se levait à l'aube. C'était ma grand-mère, toujours la première, qui se levait, qui avait son rituel du chant, auquel je fais allusion dans le recueil d'ailleurs, qui faisait un pleurer chant. Et qu'elle avait terminé cela, c'est une adresse aux anciens.
aux mânes, aux esprits. Une fois qu'elle avait fini ce chant, eh ben, il était temps de partir au moment où le jour commence à poindre. Et on marchait, et ça dépendait de quel côté était le champ. On a des champs, on en avait un du côté de Manyunga et Mimbasa, donc là on va marcher 5 km pour arriver au champ. Et puis on avait un autre qui était plus loin qu'on appelait Mambang. Et Mambang, si je vous, en traduction, c'est le marathon. Ah ouais. En fait, c'est courir, mais c'est un marathon parce que vous marchez, mais vous marchez pour y aller. Vous avez 4-5 heures. Ah oui, quand même. 4-5 heures pour y aller, donc on partait très très tôt le matin. Et on ne restait pas très tard, on restait 4-5 heures au champ et on savait qu'on rentrerait chez nous à la nuit. Et alors quand on était enfant, on n'appréciait pas y aller parce que c'était extrêmement long. Et donc oui, c'est une vie à marcher. Et quand vous arrivez comme ça en Île-de-France, tout de suite on ne s'aperçoit pas, mais qu'est-ce qui nous gêne? Qu'est-ce qui nous manque? La marche. Et on se rend compte qu'il nous manque ça, il nous manque la marche, il nous manque la perspective, l'horizon, on ne le voit pas. En plus, moi j'arrive par Paris 17e, donc je ne vois rien en fait, on ne voit rien. On ne va pas plus loin que 19 de Bonsoir. Bonsoir au bout de Chaumont. Voilà. Oui, oui, j'ai découvert en plus très tard. Mais c'est Très tard, très j'étais intéressant. déjà allé en banlieue. Ça fait d'ailleurs que Mais quand... les buts de Chaumont, c'est pas la banlieue. Hein. Non, j'ai dit j'étais déjà en banlieue quand j'ai découvert les buts de Chaumont. En fait, quand je cherchais une chambre universitaire au Crous, on m'a fait une série de propositions et puis juste avant que je les décide, il me dit « Ah, attendez, monsieur Namur du Crous à l'époque, il me dit « Attendez, j'ai autre chose, mais je vous le déconseille. » Et je lui dis « Alors c'est quoi comme chambre ?» Il me dit « Écoutez, le bâtiment, ça n'a jamais été habité, il vient d'être livré, mais attention, c'est très très loin. C'est-à-dire, il me dit ah, c'est à la campagne. » C'est la campagne et tout ça. Je dis, pardon, la campagne, oui. Mais ça veut dire quoi? Il me dit, mais c'est pas comme ici, hein, vous n'aurez pas, il y a des arbres, je dis, je prends. Je prends. Et il était ahuri. Ouais. Donc vous risquez de rester quelque temps tout seul, là, je prends. Et j'ai pris, voilà. Donc j'étais le premier habitant de ce bâtiment-là à Lieu Saint. Et j'étais ravi quand j'arrivais, alors la ville a changé depuis. Hein. Moi j'ai connu Lieu Saint quand il y avait encore l'usine de betterave qui faisait le sucre, la betterave à sucre. Ah oui, c'est moi, c'est Cremayenne. Ah ouais, J'habitais. Ah bah oui, Entre 88 et 96. C'était vraiment la campagne. Hein. Donc vous avez connu le maire de l'époque, M. Bisson, qui est toujours maire d'ailleurs. J'allais en vélo. Il a été élu en 88. Ah oui. Donc je l'avais été. Moi je partais de Seine-et-Marne, de Ponthierry, et j'allais jusque là-haut en vélo. C'est vrai? Ouais. Ça fait une proche, mais c'est sévère. Je m'entraînais pour le marathon, j'ai fait du marathon entre 88 et 97, hein, comme par hasard. Et j'allais jusqu'à Lieu Saint, mais à travers les chemins, moi j'essayais le plus possible de faire sur les chemins, etc. Et aujourd'hui ça fait changé. D'ailleurs, on t'a inscrit pour porter la flamme olympique. Je fais partie des... Pour faire les 2 km. Mais c'était en 1928, moi. Tu ne savais pas parce que nous... Ah, c'est gentil de m'avoir inscrit. Ouais. Vous voyez, donc, moi quand je suis arrivé, il y avait 3 fermes. Ah oui. Il y avait 3 fermes. La gare, c'était un tout petit bâtiment qui avait l'air désert tout le temps. Et on marchait, on traversait des champs de maïs. Ah oui. Je me souviens plus si l'usine Ricard était déjà construite. Et là, quand je suis arrivé, elle avait fermé. Ah oui, c'est l'usine Ricard. Voilà, donc c'est vous dire ce que c'était ce lieu, et c'est un lieu qui m'a d'ailleurs fait beaucoup de bien, parce que j'étais même content d'arriver enfin là, de sortir un peu de la grande ville, puisqu'il faut les aimer les villes, il faut les aimer. À Libreville, ce n'était pas évident, je n'aimais pas, en plus il fallait avoir beaucoup d'argent. Ah oui.
Et on peut entendre un peu de votre poésie là. Avec plaisir. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez apprécier, je pense. Avec plaisir. Je parcourais à l'aube les paysages de l'Ariège, en dessous du tube de la Coume, sur les petits chemins, au milieu des faillards. Je ne songeais à rien. Enfant déjà, je cherchais le mystère de la lumière. Les matins, quand elle baignait le rêve du ciel sur mes chemins. En me levant ce matin, je l'ai désiré, pur et clair, sur le visage, posé sur mon épaule, perdu dans ma chevelure. J'ai ouvert la porte, j'ai marché jusqu'au bord du ruisseau qui chante à la lisière du petit bois et j'ai plongé dans les paysages qu'elle baigne. Une envie de lumière comme une envie de pain, un désir candide d'abandon, une traversée de ce qui restera, une énigme oubliée au jour de l'innocence. Qui n'a jamais songé à dormir sur l'herbe et à se laisser aller au murmure du ruisseau? Ici, ce matin, je vous dirai que les hêtres et les bouleaux chantent. Parfois, j'écris un poème et au milieu de la page, je pose un fleuve qui coule jusqu'aux rives du ciel. Écrire un poème, c'est longer un songe qui s'ouvre dans le sommeil de l'enfance. Parfois, je garde pour moi la lumière récoltée au bord de la montagne, le rose flamand du ciel de la veille pour éclairer le poème. Il paraît que longtemps j'ai écrit la mélancolie. N'est-ce pas le paysage de la joie? D'écrire une rivière entre la tristesse et la joie. Est-ce qu'on peut parler de lueur des ruines en revenant sur les ruines tout à l'heure? Oui. Oui. Oui, je pense. D'ailleurs, même au sens propre, on les voit quand on aperçoit sous le soleil des houris, d'anciens houris, dans la montagne. Lorsqu'ils sont léchés par la lumière, on voit des fois des éclats, comme ça, comme des éclats d'argent. Il y a ça, des lueurs, des murmures, parce qu'il y a une parole qui s'en dégage. Quand on les voit, et je ne sais pas si vous en avez déjà vu, c'est des espèces de igloos en granit. C'est vraiment ça. D'ailleurs, j'ai quand je les vois, je pense aux huttes pygmées, sauf que c'est des feuilles. Non, c'est tout petit. Pour entrer, il faut se courber. Ça fait penser aux igloos, et c'est pareil. Et là, on peut imaginer les jeunes bergers, parce que c'était souvent les enfants qui restaient avec les troupeaux là-haut. Et quand la montagne changeait subitement, eh ben, il n'y avait pas le temps de retrouver les grandes granges un peu plus bas dans la montagne. Et donc, là, le premier abri, il était là. Le fromage aussi restait là en attendant des bras plus forts pour le porter. Et donc, c'était les petits souvent qui trouvaient refuge. Je peux t'en parler parce que j'étais en vacances là et c'est ce qu'on appelle les huttes, enfin, c'est deux pierres, c'est avec la lauve et la pierre du coin. C'est des petites cabanes qui sont dans la montagne, tout ça. Ouais. Avec des petits trous, on peut plus y rentrer. C'est vrai que c'est pour le berger au cas où il y a une tempête ou quoi, pour se protéger. Ils sont bientôt posés dans le patrimoine UNESCO parce que c'est des choses qui disparaissent. Absolument. Parce que les gens ne les entretiennent pas. Mais c'est des endroits très importants parce que la façon dont c'est construit, c'est extraordinaire. Il n'y a pas de béton, C'est du génie. c'est que de la terre, tout est posé.
tout est étanche, par contre. Alors quand c'est, oui, Oui, c'est vraiment des endroits, bon, voilà, parce que j'en parle, je les ai vus cette année, ça m'a semblé extraordinaire. Dans le sud de la France, on les appelle les cavités. Oui, Ouais. oui, dans les pays À Lille, tout ça, dans les cavités, c'est de la pierre sèche voilà, pour c'est la protéger les bergers. Voilà. Voilà. Et dans le Cantal, c'est des lurons. Là, on met aussi le fromage. Voilà. Et ça Et qu'on fait la protégeait ligo. quand il y avait un problème. Hein. Vous avez la ligo. La ligo. Donc voilà, c'est vrai que Non, mais voilà. c'était les constructions de pierre qui Et étaient là. les constructions qui se perdent à l'heure actuelle, mais de nouveau, il y a des gens qui commencent à les faire, les refaire. Et le problème, c'est la façon de les faire. On a perdu la façon de les faire. ouais, il reste quelques rares artisans. Il y a quelqu'un qui veut prendre la Oui, parole. oui. c'est un peu étonnant. Je voulais vous dire, oui, je suis allée en Grèce il y a longtemps en vacances et j'ai fait les Y aussi, Rhodes et la Crète. Alors je ne sais plus si c'est en Crète. J'ai vu des troglodytes en bordure de la mer de Libye, c'était la mer de Libye. Hein. Eh bien j'ai vu des troglodytes, c'est dans les grottes, c'était des habitations, Ouais. des gens qui habitaient dans les grottes. Et il y en avait actuellement, c'est resté comme ça. Oui. Il y en a 30 pieds Parce qu'en Grèce, c'est que des rocs. Olympique, tout ça, il n'y a plus que des ruines hein, là-bas. Ouais. Et ben, concernant Par le l'Ariège, troglodyte, moi j'ai été visiter là récemment un troglodyte. Les dernières personnes qui ont habité à l'endroit, ils sont partis en 66. Ah, 1966. C'était incroyable parce qu'ils Ils vivaient vivaient vraiment Ah ouais, dedans, les meubles, tout ça, c'est impressionnant. Hein. concernant l'Ariège, je crois que les bouquetins avaient complètement disparu. Hein. les. Les bouquetins avaient complètement disparu et ils ont été réintroduits. Ouais, ouais. Et à cette occasion-là, les gardiens, avec ces magnifiques, ont découvert des grottes de 16 000 ans. Oui. De 16 000 ans, avec des dessins de bouquetins absolument fabuleux. Ah oui, oui. Fait simplement au charbon probablement, hein, parce que, sans couleur. Hein. Mais il faut voir, on a l'impression de voir l'animal devant soi, c'est extraordinaire. Ah, c'est ça. 16 000 ans. Oui, là, j'ai visité pas mal de grottes un peu aussi là. Bon, en plus, c'est sur réservation, ils prennent que 80 personnes par jour pour éviter. Ah oui, c'est des mythes, oui. Pour éviter. Oui, Et je suis tombé sur un guide, en plus c'était la dernière visite. Elle nous a fait ça, alors on a monté la grotte, ça c'était assez amusant, comme si on était avec une torche. Tu fais une lampe. Gros maillon, quoi. Et là, on a pu voir des sculptures qui ne se voyaient pas à l'œil. Parce qu'en fin de compte, c'était la lumière qui reflétait la sculpture. C'était extraordinaire. Après, il y a plein de choses, mais c'était extraordinaire. Alors, j'essaie de vous retrouver une photo des fameuses maisons là, que tu nous parlais tout à l'heure. Qui sont en train de rénover parce qu'ils sont en train de faire des études à l'heure actuelle de la façon qu'ils pouvaient les construire. Voilà, donc c'est des expériences. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est pas évident quand tu arrives dans un paysage, tu comprends pas trop ce qui se passe autour de toi quand tu regardes un paysage. Tu vois ce que tu as envie de voir, on voit la montagne, on voit le truc. Après, il faut un nom de toi, ton œil tombe sur quelque chose pour pouvoir l'écrire quand même. Voilà. Et ce que je trouve aussi fabuleux, au sens d'ailleurs propre de ce terme, de ces ruines, c'est que ce soit des petits objets. Oui. C'est pas la grande ruine, c'est Oui. pas la ruine de Châteaubriand, c'est pas le Colisée. Vous voyez, c'est pas celle qui rentrera dans le musée, que tout le monde va s'empresser d'aller voir. C'est plutôt la ruine des gens de peu. Voilà. C'est en cela que c'est Pierre Cicero qui appelait, qui parlait, le poète, sociologue, philosophe, qui parlait des gens de peu. Heureusement, ils sont là. Ce sont eux qui fabriquent en fait un pays. Sauf que
ce sont des menus, de petits gestes quotidiens comme cela. Ils fabriquent un pays au quotidien. Mais ce n'est pas eux qui restent dans les annales, souvent, puisque dans les annales, nous ne gardons que les grands noms. Ah bah oui. Le château, il est celui d'un tel, mais il n'y a pas les petites mains, le nom des petites mains. Voilà. Et c'est ça de la haute couture. Voilà. C'est exactement ça. Et c'est ça qui me fascine quand j'allais dans ces endroits-là et que je tombe sur... C'est parce que je découvre comme ça un art, un artisanat, des façons de faire, la vie des gens simples. Et ce sont ces gens-là, en fait, qui, dans leurs activités quotidiennes, ont inventé ce pays. Oui, quand ils sont en place. Et même quand ils sont partis, d'ailleurs, hein, c'est-à-dire même quand ils sont quittés de là-haut pour fondre dans les grandes villes, puisqu'il fallait aller apporter de la main-d'œuvre dans les usines ici et là. Même dans ce cas-là, on se rend compte en fait que dans leur sillage, ils ont continué à fabriquer le pays. Et donc retomber comme ça sur leurs traces, c'est pas juste de la pierre, c'est pas juste de la pierre, c'est du savoir-faire, c'est une conception du monde. Ah oui. Ah voilà, voilà. C'est dans ce cabane qui était dans la nature. C'est beau. Ça, vous en trouvez aussi, on en trouve comme ça, comme cette zone-là, pas là où j'étais, mais... Non, c'est à côté. Mais dans les Pyrénées, on en retrouve aussi. On retrouve les constructions là. Voilà. C'est incroyable. C'est de la lose, là. C'est de la lose. Ouais, On sent en Bretagne aussi, hein, la lose comme ça. L'Auvergne. Ah, c'est incroyable. Je voudrais rajouter, oui, au sujet des troglodytes que j'ai vus en Grèce. Il y en avait encore. C'est la nature, je pense que c'est la nature qui façonne les roches et ça a servi pour abriter, quoi. Oui. Oui, c'est la nature. Et de même qu'en Normandie, parce que j'ai visité aussi la Normandie en vacances, hein, et bien je peux vous dire que, après j'ai fait des études en art plastique, ça reconfirme ce que j'ai vu. En bordure de mer, à côté de Dinard, enfin la côte normande, vous avez des rochers qui ressemblent à des figures humaines. Ah oui, oui. Et alors, oui, j'en ai vu justement en bordure de... Tu peux nous dire. Oui, J'ai reçu en forme de... Et alors ces figures-là, j'ai appris en art plastique, à la fac d'art plastique. Ça s'appelle, c'est des figures, des rochers, non fabriqués par la main de l'homme, c'est la nature, et ça s'appelle akaéropoiète en grec, ça veut dire non fait par la main de l'homme. Voilà. Et vous avez des figures, on dirait des visages. Si vous connaissez la Normandie, vous pourrez constater que voilà, c'est naturel. Ouais, je chercherai. Oui, regarde, Arthur, il a des photos de... Attendez, je vois pas d'ici. Ah oui, oui. Ah, en voilà une. Merci Arthur. Eh bien, on va la faire passer à tout le monde. Hein. C'est en Normandie, ça? Ah, merci Arthur. On en a parlé tout à l'heure, t'as vu, ça tombe bien. Eh bien, oui, ça tombe bien. Vous voyez, il y a une preuve. Hein. Moi, il faut des... Quand je dis quelque chose, On était sûr qu'il y en avait. Ah oui, c'est des preuves. Moi, j'ai fait des preuves. Il faut prouver. Merci Arthur. Eh bien, c'est des rochers. Vous rendez compte? C'est très bien. Alors, pour revenir à toi, parce que c'est là pour toi, quand est-ce que tu as quitté Ça n'existait pas. T'as vu? Je te montre. Je partage. Ah ben, je ne suis pas resté très longtemps. C'est une expérience qui a duré 72 jours. Eh ben, vous faites passer là. C'est une parenthèse. C'était une parenthèse. Voilà. C'était une parenthèse. Ah oui, mais j'ai pas passé moi. Eh ben, ça y est, Ça va, c'est vu, c'est lui qui est là, monsieur. C'était une parenthèse, je m'en fais. Donc, je suis arrivé au mois de février. À la fin du mois de février, je suis reparti
en mai, mi-mai. D'accord. Voilà, et je suis revenu. Mi-mai d'ailleurs, je suis allé avant le Covid. Je suis allé avant le Covid. Et le Covid est arrivé, je l'ai découvert 3 semaines à peu près plus tard. Comme une rumeur. On disait qu'en bas il se passait quelque chose, parce que voilà, en bas il se passait quelque chose. J'aime bien l'expression. Il est très sympa. Voilà. Je ne connaissais pas, il est très sympa. Tu as été en bas depuis? Ben non. Merci pour lui. Je n'ai pas été en bas. Ben, il se passe quelque chose. Je pense, hein. Et après, Il y en a une autre qui m'agace, attends, t'es bien. après c'est parti, là, quand t'as écrit donc tes livres. Après, là, c'est toi qui édites, non, c'est pas. Là, celui-là, c'est moi qui l'avais édité. Hein. Ouais, tu l'avais édité. Ouais, celui-là, j'ai mis ça. en édition. Ouais. Donc celui-là, c'était chez nous, ça. C'était même le premier livre. Parce que là-haut, j'étais aussi allé pour réfléchir. Je me demandais quelle direction j'allais donner Voilà, un peu, ouais. à la suite de mes jours. Et comme j'avais ce vieux rêve éditorial, donc là-haut, j'ai continué à peaufiner le projet. Et quand je suis redescendu, il était ficelé, il était prêt. Voilà. Et comme je ne voulais pas engager un auteur avant moi-même, avant d'avoir fait l'expérience, on s'est dit avec Sarah qu'on publierait d'abord mon livre pour voir si on sait le faire et si on y arrive, on pourrait prendre le risque pour d'autres. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est très bien. C'est très bien. Donc il y a d'autres livres, on est à une dizaine en 3 ans. Voilà. C'est très bien. Est-ce qu'on pourrait entendre un nouvel extrait de ta poésie? Je voudrais juste, il y a une chose intéressante, c'est le lien ou les liens entre les continents. Tout à l'heure, en décrivant le plateau où il y avait les fromages, on retrouve aussi bien en France qu'en Afrique. Et ça, c'est important dans le contexte actuel d'ailleurs. Il y a des gens qui veulent se baser sur des origines européennes, africaines, chacun dans son camp. On retrouve, je schématise bien sûr, on retrouve quand même à la base le même mode de fonctionnement. C'est marrant. Et on est loin de la différence, on retrouve des choses communes sur le mode de fonctionnement de chaque pays, de chaque continent. C'est décrit précisément dans le poème ou c'est simplement une phrase qui a été dite tout à l'heure qui correspond à ce qui est écrit? Mais est-ce que c'est écrit plus précisément? Non, ce n'est pas écrit comme ça, mais on retrouve ça, cette gémellité en tout cas qu'il y a une fois qu'on passe les premières apparences, on se rend compte que oui, dans le mode de vie, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Fondamentalement, un paysan africain et un paysan du début du siècle, même jusqu'à les années 50 en France, et un paysan parmi les Indiens Bororo du Brésil, il suffit de voir les travaux d'ethnologie, il n'y a pas de différence. Ça paraît évident, on mais est issu de la terre. Dans un monde politisé, entre guillemets, où il y en a qui cherchent absolument les différences, regardez au plus profond, nous sommes les mêmes, nous avons le même mode de vie à la base. Ah oui, on essaie de travailler pour vivre. Nous sommes identiques. Nous sommes identiques. Et d'ailleurs, y compris dans les trajectoires, c'est aussi cela qui me fascinait. Quand je me demande, mais où sont-ils passés? Parce que j'apprendrai plus tard que la montagne sur laquelle je me tiens, où mon premier voisin est à 2 km. Mais cette montagne, jusqu'au début du siècle, du XXe siècle, et même dans sa première moitié, c'est une montagne surpeuplée. Vous imaginez, il y a une densité énorme. Sauf que les gens vont partir. Mais où partent-ils et pourquoi partent-ils? On a construit les usines. C'est la chanson de Ferrat, hein. Pourtant que la montagne était belle, et que c'est un peu ça. Hein. On part d'une manière ou d'une autre. Et peut-être parce que nous sommes faits de la même étoffe, en fait, c'est ce besoin de survivre, ce besoin de trouver un milieu qui nous est favorable, qui est favorable à la survie du groupe. Et ça, ça touche tout le monde. Oui, justement, c'était pas une question, mais une remarque par rapport à ce que vous avez dit par rapport au lieu. À chaque fois, vous avez, pendant votre parcours,
vous avez choisi avec beaucoup d'attention les lieux que vous investissiez, que vous habitiez. Et je trouve que c'est une leçon. Parce que justement, pour être bien, pour se sentir bien, serein, c'est très important de choisir le lieu avec attention et de le reconnaître. C'est encore plus beau. Le reconnaître On et peut- le découvrir. Oui, voilà, à la recherche des secrets. Oui. Ouais. Et justement, donc là c'est magnifique parce que vous êtes un exilé et vous êtes venu en France et en haut de cette montagne, vous vous mettez à la recherche justement du parcours d'autres exilés de cette montagne. C'est ça. Donc, C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce vide me renvoie moi-même à ma propre migration, mon propre cheminement. Ah oui. Quand je découvre que ceux qui étaient là sont partis plus bas, plus loin, pour aller peupler les villes. Et on se rend compte qu'on est comme ça en déplacement permanent. Et ça m'apaise moi-même aussi par rapport au regard. Parce qu'on a toujours l'impression qu'on a toujours été là où on est présentement. J'ai écouté un type, comment il s'appelle, le propriétaire du puits du Fou, De Villiers. De Villiers. Ce matin, je suis tombé sur une vidéo de lui. Il larmoyait en disant mais c'est la fin du monde, ce n'est pas possible, mais le pape nous abandonne, c'est pas possible, on aimerait perdurer. Et là je me suis dit mais pourquoi il est si triste en réalité? Parce que justement il dit, De Villiers reprend la thèse de grand remplacement, donc il est quasiment en larmes, hein. Vous tomberez sur cette vidéo là, forcément elle va devenir virale. Et parce que pour lui on est à un moment où il se dit mais avec mes petits-enfants, il n'y aura plus de France du tout. Voilà, donc les migrants, ils auront tout rasé. Parce que dans le schéma, il a l'impression qu'il a toujours été là où il est, ce qu'il est, alors qu'aujourd'hui, quand on regarde du côté de la science nous apprend aujourd'hui que le patrimoine qu'on pense être pur en nous ne l'est pas. Et c'est fou, parce que quand on fait des études génétiques, on s'aperçoit que le patrimoine est mêlé. On retrouve des gens en Bretagne qui ont des gènes qui viennent du Soudan. Des Irlandais qui se pensent Irlandais depuis je ne sais pas combien de générations. Et puis là, ils découvrent qu'ils ont du sang sud-africain, hein, de Zoulou, des gènes Zoulou. Et on découvre en Angleterre que un de leurs ancêtres était noir aux yeux bleus. Ah, Hein, c'est pas commun. C'est pas commun ça. On a 2% de Néandertal, Voilà. tout le monde. On a 2% de Néandertal. Tout le monde, effectivement. 2% de Néandertal. Donc voilà, c'est quand même quelque chose de fou et ça montre vraiment que les peuples finalement bougent et ils ont souvent et toujours bougé. Ils ont toujours bougé. Plus ou moins, ils ont Toujours. Voilà. Pour faire un petit peu d'humour, De Villiers a peur de son grand remplacement, c'est-à-dire du sien. Oui. Alors je Moi, vais je peux vous pas lire dire que j'ai des origines africaines. Hein. un texte qui Mes à la cheveux, ça va fois pas. Hein. Moi, si. est un ariège et je vais vous lire son pendant puisque pour dire effectivement ce mouvement entre l'ici et là-bas, quand on se retrouve dans cette situation-là, où c'est que du silence, hein, la plupart du temps j'étais dans le silence. Et si vous avez le silence, forcément les pensées s'en vont très très loin. Ces ondes d'or et de ciel, sur mes chemins d'Ariège, sous les faillards, les ruines ont revêtu leur robe de mousse, couchant, baignés de lumière, éclairant le silence des murs éteints. Qui me dira le secret n'est pas perdu? Il n'y a que la faim et l'amour pour élever des pierres dans le ciel. Tu sais, les pierres ne demandent pas d'où l'on vient. Elles attendent l'amour qui les aime. Égratigner le granit séculaire pour abriter l'enfance et bâtir la demeure de l'homme. Lumière des étoiles, les ruines aînées d'autres ciels traversent le temps. Ici,
J'ai vu des pierres respirer une terre, nouer le passé et le futur, mêler la fin à l'horizon, enfanter le miracle du monde. Maintenant, tu sais, l'amour possède l'éphémère éternité du granit. Je ne cherche pas en verre de la pierre, seulement planter des pousses de lumière dans les déserts de l'homme. Maintenant, tu sais, les ruines sont poussière d'éternité. Le sel des jours s'évapore à la lisière du songe, l'automne, un moulin battant le vide. Je remplis les plis de ton absence en égrenant les heures, chaque seconde ici, l'éternité. Je fais une offrande à l'ombre et à la lumière pour que s'envole la chimère, et j'attends que les heures sonnent, l'éternel retour du vide et le miracle de l'enfance. Je vous amène de l'autre côté. Je suis l'enfant de la pleureuse de l'aube et du tam-tam qui battait au loin dans la nuit diaphane. Savais-tu, toi, que les rivières se tordent parce qu'elles partent seules? La parole a germé à la lisière du jour et de la nuit. Quand parlait la bouche d'ombre, c'était avant l'orage sous les paupières, saison de floraison. Nous étions champs de rêve sous le soleil. Dans les nuits d'ici, je cherche encore les racines de la lumière. L'enfance, une oasis dans le désert de l'homme. J'avance drapé de la voix de l'aïeul et du battement de ses mains. Souviens-toi, en toi le miracle est une chimère qui déploie ses ailes. Là-bas, tous les rêves vont ailleurs et nous partons. L'ailleurs n'est qu'un songe découpé dans les lignes du miroir. Il faudra garder les mains ouvertes pour les jours où la lumière pleut. Bravo. Bravo, merci. Dans ce dernier, je reviens effectivement sur la voix de l'aïeul, hein, c'est cette grammaire. Je suis l'enfant de la pleureuse de l'aube, je vous en ai parlé. C'était la coutume, c'est une coutume en fait, quand vous vous souvenez que les morts ne meurent pas chez nous, et qui sont toujours dans la présence, même si celle-ci est invisible, mais il y a des moments où on peut s'adresser à eux. C'est ce moment où on est comme ça, au crépuscule, entre chien et loup. Et là, ils ne sont pas tout à fait endormis. Et on peut parler. Sauf que notre façon de parler, les anciens font du pleurer-chant. Ils pleurent. Et dans ce pleur, c'est pas n'importe qui le fait. Hein. Souvent, c'est quelqu'un qui a les capacités de Naël, une sorte de griot. Et chez nous, c'était ma grand-mère, parce qu'elle était fille de prêtresse. Et donc, elle entonnait ce chant. C'est un chant qui est destiné aussi aux vivants. Parce que dans ce chant, elle va égrener la lignée. Elle égrène les hauts faits de la lignée, la migration encore une fois, parce que finalement, on venait d'ailleurs pour arriver dans ce lieu-là. La migration, la filiation, la généalogie, elle va le faire. Et donc, nommant les morts, racontant leur parcours sur Terre, mais à destination de nous qui, à ce moment-là, avons une oreille. Et dans la nuit, c'est tout le village qui entend. C'est tout le village. Merci beaucoup. Merci. 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 C'est Jean-Paul. Ceux qui veulent ce bouquin, n'hésitez pas. C'est très très joli. Non, non, c'est fait très beau livre. Si vous en voulez, achetez-les. Super. La poésie est super. La poésie est super. Et on s'y retrouve là-dedans. Parce que, bon, il a fallu une grande migration, mais nous aussi, d'une certaine façon, là, on a émigré aussi à l'intérieur de ce pays, ce qui est un peu différent.
Mais il y a toujours cette migration qui est présente aussi dans l'être humain, comme tu l'as bien défini. Moi, tu l'as bien dit. C'est ça, en Ariège, les gens descendaient de là-haut pour aller vers la ville. Les migrations sont différentes, mais elles sont partout permanentes. Si vous ne l'avez pas, achetez. Comment ça s'appelle le livre?